Pierre Jourde, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre La culture bouge encore. Et c'est un livre qui est publié aux éditions Hugo. Vous êtes romancier, critique littéraire, chroniqueur. Vous tenez un blog sur C'est le site Bibliops, ouais, Bibliops, hein, le site le site du Nouvel Obs, site du Nouvel culturel du Nouvel Obs. Observateur, enfin qui s'appelle plus le Nouvel Observateur, mais qui s'appelle le Nouvel Obs ou l'Obs. Comme on voudra. Vous avez publié donc, je le disais tout à l'heure, à l'instant, des romans, des essais. Généralement, bon, vous êtes un bon analyste aussi de ce qui se passe dans les lettres françaises. Vous avez publié, je me souviens, il y a de ça un certain nombre d'années, un livre dans lequel vous n'étiez pas tendre avec Éric Nolot, plutôt deux livres, deux ou trois livres d'ailleurs, qui... Avec Eric Nolot aussi, j'ai tout Hein? avec Eri ah oui, 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 vous n'étiez pas tendre avec, un grand nombre d'écrivains, ouais. français. Alors vous continuez à réfléchir un petit peu sur ce qu'est la culture. Et vous le faites à travers, à travers votre blog, et vous le faites toujours avec énormément de pertinence, et toujours une grande justesse, dans les mots et dans le choix de vos arguments. Alors ce livre, évidemment, c'est «La culture, bouge encore». Je serais tenté de vous poser la question: la culture bouge-t-elle encore? Éric, hein? Oui, bien sûr, ça serait difficile de dire le contraire. Encore faut-il le savoir, encore faut-il s'en apercevoir, c'est ce qui est important. C'est-à-dire que alors ce qui me gêne notamment dans la vie culturelle française, c'est que, ceux qui sont chargés d'en rendre compte pour le grand public, souvent, ne parlent que de 2 ou 3 choses qui font le bruit, hein. Vous voyez, à chaque rentrée littéraire, de qui on parle? Toujours les mêmes, 3 auteurs, 4 auteurs, alors qu'il y en a 700. Et donc, l'un des buts de ce blog, c'est justement d'ouvrir à cette diversité de la production artistique et culturelle. C'est-à-dire que je parle de Parce qu'elle gens est importante. parce qu'elle est importante, parce qu'il y a des gens magnifiques qui pourraient toucher potentiellement un très grand public, mais dont on parle très peu. Je parle comme artiste d'Olivier de Sagazan, qui à mon avis fait un travail extraordinaire sur son propre corps. Je parle d'écrivains qui sont pas comme Éric Chevillard, qui sont pas aussi lus que ça, etc., etc. Et de temps en temps, je m'amuse aux dépens d'autres écrivains qui eux ont pignon sur rue, comme Olivier Adam, comme Christine Angot et comme quelques autres. Et mais ce ne sont pas les seuls sujets, que vous passez en revue, hein, dans votre blog, parce que on y retrouve à la fois l'art, la société, évidemment, les médias, l'éducation. On va revenir sur plusieurs de ces sujets dans un instant, et évidemment donc la littérature, j'en parlais à l'instant. La société, qu'est-ce qui aujourd'hui, mmh, allez, je vais dire le mot, qu'est-ce qui vous fâche le plus avec la société? Ce qui me fâche le plus, c'est qu'on déguise les mots. On est de plus en plus dans un univers à la George Orwell, c'est-à-dire que les mots veulent dire leur contraire. Lorsqu'on parle de démocratisation, par exemple, voilà un grand mot qu'on emploie sans arrêt. On va démocratiser l'accès à l'école, on va démocratiser l'accès à l'université. On fait en réalité exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a décidé que pour les classes populaires, il y aurait une éducation bas de gamme. Par exemple, vous voyez quelle était la réforme des collèges de Najat Vallaud-Belkacem, supprimer les classes bilingues. Premier résultat de cette «démocratisation» entre guillemets, c'est que tous les gens qui ont les moyens et qui veulent que leurs enfants maîtrisent les langues étrangères, les mettent dans l'école privée. Autrement dit, au nom de la démocratisation, on perpétue la division des classes. Même chose à l'université, où finalement on nous demande de ne pas sélectionner, mais de professionnaliser, ce qui est rigoureusement impossible. Par conséquent, personne ne veut des gens qui vont sortir d'une université sans sélection. Résultat, tout le monde va dans les grandes écoles, qui elles n'ont pas de problème, où se reproduisent tranquillement les classes sociales. Voilà un usage qui me fâche de mots qui trompent. Bah, c'est-à-dire que c'est difficile, par exemple, pour les universités de professionnaliser et en même temps, d'admettre un très, très grand nombre de gens. Enfin, il y a peut-être une C'est pas un ancienneté. très grand nombre, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est absolument tout le monde. Et le Conseil d'État a rendu un arrêt récemment, et je le sais très bien, parce que il se trouve que mon épouse dirige une formation d'édition à la Sorbonne, où l'on sélectionne en Master 2, et on le sélectionne tout simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas faire de stage à 100 personnes. On peut faire des stages sérieux et professionnalisants à 20 personnes. Mais on n'a pas le droit. Donc le Conseil d'État a rendu un arrêt, il faut prendre les 100 personnes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les gérer, ils n'auront pas de stage, mais c'est la loi. Donc tout ça est une pure illusion.
hein. Nous nous gavons de mots comme ça, comme démocratisation, alors que concrètement, on fait l'inverse. Et les médias. Alors les médias aussi, sont dans votre collimateur, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que quand on pense aux médias, on pense beaucoup à la télé, mais il y a pas que la télé, il y a les quotidiens et Le problème des médias, je m'en amuse notamment à propos des élections présidentielles, celle de François Hollande. Le problème des médias, et bon, surtout de la télévision, hein, c'est de nous vendre du vide. C'est de nous vendre du non-événement. C'est de passer des soirées entières à se demander si Dominique Strauss-Kahn plaidera coupable ou non coupable, alors que le monde est plein de problèmes brûlants. Tout est masqué par ce genre de choses, par l'idée que ce que veulent les gens, finalement, c'est du bas de gamme et du people. oui, mais j'ai l'impression que vous en voulez aux journalistes. Bien sûr que leur en veut. Bien sûr que leur en veut de ne pas faire leur travail. Alors que les gens, en réalité, ils prennent ce qu'on leur donne et ils seraient demandeurs de quelque chose d'un peu plus formateur, d'un tout petit peu plus intéressant. Et ça n'est pas le cas. Ça arrive, Ça n'est pas c'est ça arrive, mais mais nous toutes chaînes sommes... confondues, tous journaux confondus, il y a quand même, des supports, qui permettent de trouver une information, Oui, convenable, non? bah, ça existe, mais trouver une information convenable, quand on est noyé par les chaînes principales qui font parfois ce genre de travail, c'est un petit peu difficile. On aimerait qu'il y ait vraiment une volonté de proposer quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant. Il arrive qu'on nous parle du monde. Il arrive que France Info, effectivement, nous parle du monde, que Ça d'autres arrive radios souvent quand même chez oui, nous. oui, que d'autres radios du service public nous parlent du monde. Mais c'est quand même noyé dans un... Enfin, écoutez, je... Et c'est une chose qu'on se dit beaucoup entre amis et qui ne sont pas forcément des gens de grande culture. Dès qu'on ouvre la télé, on est juste effrayé, hein. On est effrayé par ce qu'on voit et on la ferme aussitôt parce que c'est bête. Mmh. Mais regardez là les chaînes du service public, hein. Vous êtes sur France Info, chronique littéraire, et il y a on parle souvent des livres sur Info et il y en a aussi sur, France Inter, Ça bouge France encore, Culture, ça bouge encore, dans ça le bouge service public, encore, il y en a encore. pourvu que ça bouge encore. Pourvu que ça bouge encore. L'art aussi, hein, c'est quelque chose qui vous alors très, très, très belle couverture d'ailleurs d'un peintre hollandais du XVIIe siècle, que je ne connaissais pas très, très bien, Non, qui donne une mais version très belle d'ailleurs, intéressante très et belle très, très couverture. frappante de la tentation de Saint-Antoine, où je croyais voir l'image, si vous voulez, justement de l'homme d'aujourd'hui, assailli de tous les côtés par l'information et qui essaye de surnager dans tout ça, hein. C'est un peu le symbole que j'y voyais. Et aujourd'hui, l'art, occupe une place, importante dans vos préoccupations? Ou Oui, plus la oui, littérature? parce que là encore, je crois qu'il y a des créateurs vivants, mais très souvent, on tombe sur de petites escroqueries. Tenez, un exemple dont je parle, c'est ce qui a été fait autour de l'exposition de Jeff Koons, par exemple, au château de Versailles. Bon, personnellement, Jeff Koons, je trouve que c'est de l'ordre du kitsch. Voilà, il joue avec le kitsch et ça n'a pas plus d'intérêt que ça, mais c'est un des plus gros vendeurs d'aujourd'hui. Il y a des gens, pour cette exposition, qui ont commencé à Oui, c'est un protester sur le mode... des artistes Voilà. dont les œuvres sont Mais les plus chères au monde aujourd'hui, Voilà, mais qui contemporains. protestent, des gens protestaient sur le mode bien connu, quoi, ces horreurs au château de Versailles, réaction immédiate et prévisible de la commissaire de l'exposition: oui, c'est comme pour les impressionnistes, le public ne comprend pas les grands artistes. Voilà encore un exemple de pure escroquerie intellectuelle, parce que les impressionnistes étaient rejetés par les instances officielles. Et ils avaient à s'imposer hors des instances officielles. Or, Jeff Koons est quelqu'un d'abord qui était trader au départ, qui est acheté à la fois par les grands mécènes, les grands capitaines d'industrie, et exposé justement au château de Versailles et dans toutes les institutions publiques. Voilà encore un exemple de double langage à la Orwell. Ouais, il n'a C'est-à-dire pas qu'on à s'imposer, Koons, il n'a pas à s'imposer. Il est déjà un artiste officiel. C'est pas un rebelle. Il y a un discours dans l'art d'aujourd'hui qui consiste à dire que les écrivains, les poètes, les artistes sont nécessairement des rebelles. Non. Et d'une certaine manière, heureusement, non. Ils sont presque tous soutenus par l'État. Donc il faut choisir. On est l'un ou l'autre. On est rebelle ou on est soutenu par l'État. Alors dans ce livre, évidemment, et vous l'évoquiez au tout début, de cette rencontre, beaucoup beaucoup de courts chapitres, hein, je tiens à rassurer le lecteur. Là, Voilà c'est un blog, hein, donc c'est un ça blog dépasse rarement et les 2 pages, les 3 pages. mais vous dépassez souvent
Le format habituel du blog. le format Oui, habituel, c'est hein, vrai, donc c'est vrai. bon alors, je pense par exemple au prix Nobel, vous parliez de Chevillard tout à l'heure, hein. Chevillard, fait quelques critiques, sur, C'est très un prix caractéristique de notre Nobel, époque. C'est très heu caractéristique de notre époque où il faut absolument être respectueux devant les valeurs établies. Éric Chevillard a eu la malencontreuse idée d'émettre une toute petite réserve, mais une réserve dans un article très sympathique par ailleurs et très respectueux autour de Patrick Modiano, en disant que peut-être d'un livre à l'autre, c'était un peu toujours la même chose, qu'on allait vraiment vers l'impalpable. Malheureusement, une semaine plus tard, Modiano avait le prix Nobel de littérature. Que n'avait pas dit Chevillard? Le propriétaire du Monde, Pierre Berger, s'est manifesté en le traitant, je cite, hein, je me permets de citer, en le traitant de connard, parce qu'il avait osé émettre une réserve sur un écrivain connu et nobélisé. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Il faut absolument être, comment dirais-je, on est un peu, on est un peu finalement sous Napoléon III, hein. Il y a comme ça des valeurs auxquelles il ne faut pas toucher. Et des gens comme ça ne se rendent pas compte qu'ils sont finalement l'équivalent du bon bourgeois prud'homesque du 19e siècle. C'est-à-dire que le discours ambiant, quel est-il? C'est-à-dire, tout le monde doit penser la même chose? C'est ce que vous pensez? D'une certaine manière, oui. Euh, la critique est quelque chose qui a de plus en plus de mal à exister. Nous sommes peut-être à l'époque la plus respectueuse de notre vie culturelle. Je crois qu'à aucune époque de la littérature ou de l'art n'a été aussi prudente, cauteleuse et hypocrite que la nôtre. Beaucoup de courtisans? Pas seulement des courtisans, je crois que c'est aussi intégré dans les esprits que voilà, ce sont des choses sacrées auxquelles on n'a pas le droit de toucher. C'est assez curieux. D'ailleurs, parlez-en même à des journalistes, aux journalistes de Charlie Hebdo, qui vous diront très bien qu'on n'a plus le droit de dire certaines choses, hein. Qui serait aussi violent, par exemple, et j'en parle également de ça abondamment, qui serait aussi violent dans les caricatures anticléricales que ce qui se faisait, par exemple, dans l'assiette au beurre autour de 1900 par rapport au curé? Qui oserait faire ce que faisait Félicien Rops à la fin du 19e siècle, montrant un Satan crucifié en érection? Je veux dire, il n'aurait pas passé la nuit. Plus personne n'ose faire ça. Nous sommes à une époque respectueuse. Et ça, c'est un danger pour la culture. Parce que Heu, la culture ne peut vivre que de liberté et d'insolence. mais, dans le même temps, bon, il y a une culture populaire qui existe aussi, quel est son statut, selon vous, aujourd'hui? Je crois qu'il y a une bonne culture populaire qui, souvent, par les gens qui sont les grands diffuseurs culturels, n'est pas assez estimée comme telle. Je veux dire par là que très souvent, pas toujours, hein, un universitaire regardera de haut quelqu'un qui lit, allez, je dis ouais, au hasard ce qui me vient à l'idée, hein, qui lit Daniel Pénac, alors que je trouve que c'est un excellent auteur populaire, qui va voir au cinéma un certain nombre de films, comme Moi, Moche et Méjean, que je trouve un petit chef-d'œuvre du cinéma d'animation pour enfants. Voilà. Et tout ça existe, tout ça est important, tout ça pourrait être très bien comparé. Je veux dire, vous savez, les films Marvel, les X-Men, les films sur les super-héros. Captain America et Les les autres? épopées médiévales, c'était pas beaucoup plus intelligent que ça. C'était pas beaucoup plus fin que ça. D'une certaine manière, c'en est l'équivalent. Il ne faut pas mépriser ces choses-là. Elles existent. Mais il faut se méfier à ce que cette culture populaire ne verse pas, à cause du dieu dollar évidemment, dans une pure industrialisation qui ne fait que reproduire des stéréotypes. Mais est-ce qu'on Ah, peut concilier, cette culture populaire et une culture, plus exigeante? on peut et on doit. Et d'ailleurs, très souvent, dans cette culture populaire, on trouve des références à des choses intéressantes. Je veux dire il y a une manière, par exemple, de raconter, une manière de mettre en scène qui, dans le cinéma populaire, ou même dans les séries populaires qui ont un grand succès aujourd'hui, qui ont intégré de la modernité cinématographique. Donc, je veux dire qu'il faut les deux. Il faut les deux. L'un n'existe pas sans l'autre. Il faut de la recherche, il faut de l'innovation, il faut une culture populaire qui transmet, en l'adaptant, ces innovations au grand public. Pour moi, une des immenses réussites de la culture populaire d'aujourd'hui, ce sont les séries. Ce sont les séries. Les Sopranos, série sur la mafia, en fait, c'est une très grande réflexion sur ce qu'est la morale et la responsabilité, si vous le regardez bien. Et une des plus belles choses que j'ai vues sur le pouvoir, c'est que c'est une des séries les plus populaires, c'est Game of Thrones,
qui est une magnifique réflexion sur le pouvoir, sans concession, sans, Et qui a beaucoup de succès et qui a d'ailleurs. beaucoup de succès. Donc voilà, ça c'est très bien. Bon, la culture est un produit, la culture est une marchandise, il faut pas se leurrer. Là où ça devient dangereux, c'est quand la marchandisation prend le pas sur la création. Heu, je vous retrouve souvent un peu en butte, aux idées, de tout le monde. Est-ce que, je pourrais pas dire que Pierre Jourde est une sorte de Don Quichotte? Je vous vois partir contre des moulins à vent, mais il y a beaucoup de moulins à vent et Don Quichotte, bah, il est, tout seul avec Sancho Panza. Vous avez même perdu Éric Nolot, J'ai perdu Sancho Panza. voilà, Je sais pas s'il vous serait l'avez content d'être perdu. Sancho Panza. Voilà, il était avec vous, maintenant il est à la télé et vous voilà tout seul. Alors, est-ce que parce que des moulins à vent, il y en a pas mal? Il y en a pas mal, ouais, ouais, ouais. La différence, c'est que Don Quichotte était dans une espèce de monde, irréel, illusoire. Moi, au contraire, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Je veux dire par là que, ce qui me révolte, ce qui me fait mal, c'est quand j'ai l'impression qu'on nous fabrique un monde de toutes pièces, un monde qui n'existe pas. Quand les médias, notamment, nous fabriquent un monde pas parfaitement illusoire. Et je pense que le travail du critique, parfois brutalement, c'est de nous faire revenir à la réalité. Et oui, mais le problème, c'est que je m'amuse beaucoup à faire ça. J'y prends aussi beaucoup de plaisir. Donc, Oui, mais aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est plus tellement réel. Je veux dire, non, de moins en moins. l'ordinateur, les écrans, vous voyez Non, le nombre d'écrans qu'il peut y avoir de moins en autour de moins. nous. De moins en moins. Et pour moi, la culture, c'est exactement l'inverse que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, nous sommes dans la réalité et la culture va nous faire aller ailleurs. Et je crois que c'est exactement l'inverse. Je crois que nous sommes dans l'irréalité. Nous avons quitté la réalité depuis un certain temps avec nos écrans. Et que la culture, c'est nous réapprendre qui nous sommes, quelles sont nos vraies émotions. Et ça se trouve dans les grandes créations humaines. Merci beaucoup Pierre Jourde. Alors, je conseille évidemment, votre livre qui est un livre qui se lit, très, très facilement. C'est un livre, donc qui contient, des écrits. Vous écrivez tout ça au fur et à mesure et vous balancez après ça Oui, sur internet? oui, sur tous les 15 jours, 3 semaines à peu Ouais près. et c'est très réécrit, très Très écrit, peu, très peu? très peu réécrit. Ouais, Non. c'est Actualisé, parce que certaines chroniques sont de 3 à 4 ans, mais voilà, alors, La culture bouge encore, publié aux éditions Hugo Doc, un livre qui, de toute façon est là, peut-être pour nous faire, bouger ou en tout cas peut-être pour nous ramener dans la réalité. Merci beaucoup, merci. Pierre. Merci.